Bienvenue dans le Moment MMA, l'émission du jeudi 19 juin 2025 consacrée à l'actualité des arts martiaux mixtes. Et on démarre tout de suite avec Khalil Rountree, qui au passage sera main event de l'UFC Bakou ce week-end. Et là, il nous sort une vérité, quelque chose que l'on sait tous, les classements UFC ne veulent strictement rien dire. Il est bien placé pour le savoir, on va y revenir juste après. Ce qui compte, c'est que c'est ce que veut l'organisation, c'est ce que veut le public et c'est ce qui va vendre le plus. Pour le citer, ils veulent les gars qui a les mains les plus chaudes et en ce moment, ma main droite est extrêmement chaude. Donc, avec une grosse performance ce week-end, il y a fort à parier que j'obtiendrai tout de suite de nouveau une chance à la ceinture. Je vous disais qu'il était bien placé pour le savoir. Et oui, puisque rappelons-nous que lorsqu'il a affronté Pereira pour le titre, il n'était classé que numéro 7, ça avait fait beaucoup parler à l'époque, mais il sortait de performances de KO plutôt impressionnants. Son adversaire, Jamal Hill, l'ancien champion de la catégorie, qui peut parfois paraître un peu hautain, un peu irrespectueux, ce qu'il nous dit, c'est que Khalil Rountree n'est pas à son niveau, qu'il a paru plutôt bon contre Smith et contre Dokos, mais par contre, contre Dustin Jacoby, il ne comprend pas comment il a pu repartir avec une victoire, parce qu'il s'est fait, d'après lui, dominer pendant tous les rounds. Nassourdinimavov, on est en France maintenant, nous fait une sortie sur X. Il n'est plus le backup fighter du combat entre Dricus du Plessis et Chimaev, combat qui doit avoir lieu cet été. Les conditions ont changé et ensuite il s'adresse à Caio Borraio. Tu voulais parler, fiston, je suis là et je vais te détruire. Forcément, Borraio face à lui, ça fait des mois qu'il nous explique que Imavov refuse de l'affronter, qu'il se cache, etc. La réponse du Brésilien, ça y est, tu as fini de te cacher, tu ne décides de rien, tu fais ce qu'on te dit de faire, tu as essayé d'éviter ce combat pendant tellement longtemps, et tout le monde le sait, maintenant tu vas faire exactement ce que je te commande. Affronte-moi, c'est moi qui décide des règles, tu peux dire au revoir à la France, je te renvoie au Daghestan. Alors le trash talk, je le trouve un peu faux, un peu monté, pour être très honnête. Je peux comprendre la frustration de Borraio lorsqu'Imavov refusait de l'affronter, mais bon, l'autre ne l'a pas insulté non plus. Par contre, dans la cage, très honnêtement, techniquement, ça va être très beau. C'est deux combattants assez complets, assez intelligents aussi. Donc en réalité, pour le public, je pense que ça fait énormément de sens. Et puis le vainqueur de ce combat, d'après moi, sera indéniable ensuite pour avoir sa chance à la ceinture. Direction les flyweight maintenant, la catégorie la plus légère chez les hommes à l'UFC, et Brandon Royval. On s'en souvient, il devait affronter Manel Capé. La première fois, c'est lui qui s'est blessé. La seconde, c'est Capé. Et maintenant, Royval va faire face à Joshua Van. Il nous apprend que la stratégie, s'il avait dû affronter Capé, c'était de le fatiguer, de mettre un gros rythme et de faire traîner les choses. Mais contre Joshua Van, il va falloir trouver autre chose, parce que le cardio de ce dernier pourrait bien être au rendez-vous. Islam Makhachev maintenant, vous avez peut-être vu passer ça ces derniers jours, je n'en avais pas parlé, son coach Javier Mendes avait déclaré qu'il ne resterait peut-être dans la carrière de Makhachev que 3 combats. Forcément, tout le monde s'est enflammé. Aujourd'hui, il est revenu sur ses propos. Ce n'est qu'une supposition, il a sorti ça de nulle part, il n'en a pas parlé avec Makhachev. C'est juste qu'il a souvent entendu dire Abdul Manap Nurmagomedov, le premier entraîneur d'Islam Makhachev, que c'était idéal pour un combattant de se retirer à 35 ans. Donc il avait fait son petit calcul, il s'était dit voilà, encore 3 combats, 35 ans, c'est bon pour Makhachev. Mais aujourd'hui, il le dit, je n'en ai pas parlé avec lui, c'est lui qui décidera, très honnêtement, s'il veut combattre encore 7 ou 8 fois. Je pense que c'est totalement réalisable. On parle de Makhachev, on le sait, il y a une histoire entre Makhachev, Topuria, Oliveira, Makhachev est monté, il laisse la place à Topuria, etc. Et donc Charles Oliveira, un film est en production sur sa vie. On se doute bien du scénario, c'est l'enfant des favelas qui a réussi, qui est arrivé à l'UFC et qui est devenu champion. Pas de date de sortie pour l'instant, mais je pense que ça peut être un film très intéressant à la fois pour les fans de MMA, mais aussi pour les gens de l'extérieur, j'ai envie de dire. Et tout ça me fait penser à quelques messages que vous m'avez envoyés avant de passer à la suite, et je commence avec Kirouz. Si Volkanovski a eu sa chance au titre, c'est avant tout parce que Topuria est parti. Dans le cas de Ousmane, la catégorie est juste remplie de prétendants, donc je pense qu'il devrait avoir une victoire de plus avant un title shot.
Moi aussi, je pense qu'il devrait avoir une victoire de plus. C'est vrai que ça avait joué pour Volkanovski, le fait que Topuria monte, mais on a Hicham Bay qui dit quelque chose de vrai aussi. Je ne pense pas, l'UFC est très redevable à Volkanovski. Même si Topuria n'était pas monté en poids léger, il aurait eu sa chance au titre. C'est d'ailleurs lui qui est rentré dans la cage suite au combat entre Topuria et Holloway. C'est vrai que tu marques un point. Je pense en réalité, maintenant que tu le dis, que Volkanovski aurait peut-être tout de suite eu une revanche face à Topuria, mais ça malheureusement, on ne le saura jamais. Et puis Zachary qui nous disait, c'est le business, l'UFC a décidé de faire monter de catégorie Islam pour préserver un Topuria, Islam qui devient champion des welter et Topuria des légers, et après tu les fais s'affronter, c'est comme un choc des titans, ça va faire vendre des pay-per-view, c'est comme Khabib McGregor version 2.0, même si Topuria perd contre Oliveira, c'est la fin pour lui et cette belle histoire. Oui, c'est vrai, s'il perd, c'est la fin de tout ça. Les faire s'affronter directement, c'est pas le bon business, c'est pas le bon pour le business, pardon. Tu as raison, maintenant ils prennent un risque, forcément, mais si les deux gagnent, c'est vrai que là tu as un super combat. Je pense qu'il aurait lieu chez les poids légers quand même, mais ce serait vraiment quelque chose de dingue. Maintenant, je vais vous parler des poids coqs. Merab Dvalishvili et Aljamain Sterling, ce sont deux amis, deux partenaires d'entraînement. Ils sont très proches, on le sait, quand Sterling était champion. Merab avait dit « je ne l'affronterai pas, j'attendrai mon tour ». Et là, on a TJ Dillashaw qui nous dit aujourd'hui « je veux voir le combat entre Merab et Sterling ». Je pense que Sterling peut être un vrai test pour lui. Déjà, ça n'arrivera pas d'après moi. Sterling est monté en plume et les deux, déjà, quand ils étaient dans la même catégorie, ne voulaient pas s'affronter. Donc maintenant, j'y crois encore moins. Je pense que Merab, à l'heure actuelle, est un meilleur combattant que Sterling, mais maintenant, c'est vrai que les deux se connaissent très bien, donc il pourrait y avoir quelque chose, mais je ne crois pas du tout à ça, et je pense que c'est un combat qu'on ne verra jamais. Curtis Blades, maintenant, qu'on verra aussi ce week-end, d'accord, d'abord, nous explique que tout le monde parle de John Jones, tout le monde est en train de dire John Jones va revenir, John Jones va pas revenir, il devrait lâcher sa ceinture, il devrait défendre sa ceinture, mais en fait, tout simplement, c'est ce que veut John Jones. En réalité, il est à la retraite, c'est juste à l'UFC de lui enlever sa ceinture. Je suis entièrement d'accord avec lui, je l'ai déjà dit, John Jones joue de la situation, s'il ne veut pas combattre, l'UFC doit prendre ses responsabilités, et le discours de Dana White qui commence à changer. Depuis des mois, il nous disait ce combat entre Jones et Aspinall va avoir lieu, j'en suis convaincu, ça va se faire, faites-moi confiance. Et là, la dernière version, c'est je ne sais pas, on verra comment ça se passe. Et puis dans les prochaines semaines, si vraiment on n'arrive pas à signer ce combat, alors il faut que la catégorie continue à avancer. Et très honnêtement, on va reparler un peu des lourds après, mais ça commence à faire un moment qu'on n'a pas eu un combat intéressant pour la ceinture chez les poids lourds. Il n'y a jamais eu un combat, on s'est dit ok tiens le prochain là peut-être lui va avoir sa chance à la ceinture. Pas du tout, on a Spinal qui est intérimaire, Jones qui est champion incontesté, et il ne se passe rien dans la catégorie. C'est quand même assez triste. De l'annonce de combat maintenant, Bobby Green, qui s'appelle maintenant King Green officiellement, je le rappelle, affrontera le 16 août prochain lors de l'UFC 319 à Chicago Diego Ferreira. Ce même soir, on aura Brian Battle contre Nursultan Ruziboev. Le 6, ah non, c'est au mois d'août à Shanghai, il y a une erreur. Il y aura un UFC Shanghai au mois d'août. Sergei Pavlovich affrontera Valdo Cortés Acosta. On pensait que Pavlovich affrontera Cyril Gane. Il semblerait que ça ne soit pas le cas. Paulo Costa et Roman Kopylov devaient s'affronter le 28 juin à l'UFC 317. Ça a été décalé à l'UFC 318. Le 16 août, Barbosa va affronter Klose. Barbosa, ça fait un moment qu'il veut revenir. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Ça sera au mois d'août, donc le 16. Et puis Movsar Evloev va affronter Aaron Pico, va accueillir Aaron Pico à l'UFC. Ça va avoir lieu à Abu Dhabi le 26 juillet prochain. La carte va vraiment être dingue. Main event Whittaker Derrider. Ensuite Evloev Pico sur 5 rounds. Petroyan Marcus McGee. Saïd Nurmagomedov Bryce Mitchell. Shara Magomedov Marc-André Barrio. Et Nikita Krylov contre Bogdan Guskov. Franchement, très très belle carte. Sûrement à horaire française en plus. On va se régaler. Et puis Dana White, concernant Movsar Evloev, je me demande s'il se moque pas de lui. Ce qu'il nous dit, si Movsar prend la victoire face à Pico, il va très certainement être le prochain contender pour le titre contre Volkanovski. Il ne dit pas il va l'être, il dit très certainement. J'avoue que ça doit être un peu décourageant pour le Russe. On a aussi, merci à Noah Giraudet, j'avais complètement oublié, il me le rappelle, Jared Cannonier qui va affronter Michael Venom Page.
On sort maintenant de l'UFC, le PFL et Kevin Lee qui intègre directement en remplacement les demi-finales du PFL chez les poids légers. Il va combattre ce vendredi soir. Et il a fait une déclaration, alors ça c'est la pure déclaration d'Américain qui veut vendre son combat à tout prix. J'ai eu beaucoup de gros combats dans ma carrière, mais celui-là, c'est largement le plus gros parce que mon adversaire va essayer de se faire un nom sur mon dos et je ne peux pas le laisser faire ça. T'as combattu à l'UFC, t'as combattu pour une ceinture intérimaire, et tu vas me dire que les demi-finales du PFL, qui intéressent de moins en moins de monde, c'est le plus gros combat de ta carrière. Bon ok, je comprends, il veut se vendre, il veut faire de l'argent, le PFL aime très certainement ce genre de déclaration, mais quand tu es un gars qui suit le MMA depuis des années, on te la fait pas. Et puis Andrei Arlovski, maintenant, vous le savez, il a quitté l'UFC, ça fait un petit moment. Ce qu'il dit tout simplement, c'est que l'UFC ne voulait plus de lui, ils lui ont demandé de partir. Donc aujourd'hui, il est arrivé au Barnacle, Andrei Arlovski. Quand s'arrêtera-t-il? Un autre ancien de l'UFC qui est parti en boxe anglaise, Darren Till, les noms fusent dans tous les sens. Il va affronter un tel, non, il va pas affronter un tel, il veut celui-ci, il veut celui-là. Lui, ce qu'il explique, c'est ce qu'il veut, c'est un gros nom. Et s'il doit affronter un ancien de l'UFC en boxe anglaise, il veut un nom retentissant. Et il cite Mike Perry, Ned Diaz ou encore Masvidal. C'est le genre de personne qui l'intéresse. Il faut un gars qui amène des regards, un gars qui amène du public. Il faut que les gens aient envie d'allumer la télé et de regarder. C'est ce qu'il y a de plus important à ses yeux. Mauvaise nouvelle maintenant, Brad Katona, rappelez-vous, il a gagné 2 fois l'Ultimate Fighter. Première fois, il gagne l'Ultimate Fighter, il rentre à l'UFC. Malheureusement, ça se passe mal pour lui. Il finit par se faire remercier par l'organisation. Il fait une deuxième fois l'Ultimate Fighter. Il le remporte, il réintègre l'UFC. Et là, l'UFC vient de le remercier en lui disant que c'était bon. Ils en avaient assez vu. Il ne fait de nouveau plus partie du roster. Et on termine avec Yanis Guidoum qui me dit Ousmane, c'est 1-3 sur ses 4 derniers combats dans une catégorie bourrée de contenders méritants. Mon match-up idéal pour lui, ce serait contre Bilal, un style similaire et une rivalité déjà présente. Ça s'écrit tout seul. Je suis d'accord avec toi. Bilal Mohamed a souvent eu du mal à vendre ses combats. Bah, Ousmane, quand il était champion, ok, il était dominant, mais c'est pas le règne qui faisait le plus rêver les gens. Donc là, les faire s'affronter, je pense en effet que ça fait une belle histoire. 2 anciens champions qui sont maintenant tous les deux à une victoire d'avoir leur chance à la ceinture. Faut être assez honnête, avec un style plutôt similaire. Je suis d'accord, ça fait pas mal de sens. Les amis, merci d'avoir suivi. La semaine prochaine va être assez compliquée, je vous promets pas de pouvoir poster très régulièrement, je vais faire de mon mieux et je travaille aussi un nouveau format. J'ai l'impression que ce format-là commence un peu à s'épuiser. Je vais voir ce que je peux faire, peut-être travailler un peu plus sur des formats courts, peut-être sur autre chose, mais ne vous inquiétez pas, ça continue. Si vous ne me voyez pas beaucoup la semaine prochaine, ce sera de nouveau un gros retour à la semaine d'après. Merci d'avoir suivi, on se retrouve très prochainement, salut.